Pipelette. Bienvenue sur Pipelette, le podcast de l'association Jeune et Rose. Quand on a un cancer du sein entre 20 et 40 ans, on fait face à des problématiques bien particulières. Ce podcast est là pour en parler sans tabou. On se retrouve aujourd'hui pour papoter du cancer, thématique phare de notre podcast. Mais cette fois-ci, nos invités n'ont pas eu le package des traitements dits classiques. Eh oui. Par exemple, si je vous demande d'imaginer une personne cancéreuse. Ça y est, vous la visualisez ? Du style Lynette Scavo dans Desperate Housewives ou Charlotte dans Plan Cœur. Pourquoi ? Parce qu'on a tendance à associer le cancer à l'alopécie. Et pourtant, il est tout à fait possible d'être touché par un cancer et d'être soigné, tout en gardant sa chevelure. Le cancer, c'est aussi de la radiothérapie, de l'hormonothérapie, de la thérapie ciblée ou encore de la chirurgie. Des traitements parfois très lourds, mais qui ne se voient pas forcément. Julie et Solène, nos pinkettes du jour, se confieront sur leur parcours de soins, le regard des autres et la difficulté de concilier cancer et vie étudiante et professionnelle. Bonjour ! Salut. Alors, aujourd'hui, donc, on a Julie. Alors, Julie, elle a été touchée par un cancer du sein hormonodépendant à 22 ans. Et elle adore le cirque, mais déteste les aubergines. C'est ça. Et bonjour Solène. Salut. Donc Solène, elle a été touchée par un cancer du sein hormonodépendant à 23 ans. Et pour la petite anecdote, elle adore le chou-fleur, mais elle n'aime pas beaucoup les sarouels. Exactement. Voilà, les présentations sont faites. Donc, on va tout de suite parler un petit peu du diagnostic, de l'annonce, comment vous avez appris ça et comment vous-même vous l'avez annoncé à vos proches. Donc, Julie, si tu veux commencer à papoter avec moi. Comment tu as vécu l'annonce du diagnostic ? Alors, ça a commencé... En fait, il faut savoir que j'ai senti une petite boule dans mon sein, mais j'étais en Erasmus à l'étranger. Je me suis pas trop inquiétée. Je me suis dit, on verra en revenant. En revenant, je me dis, je vais aller voir un médecin. Là, ça va assez vite dans les examens, etc. Mais j'étais pas spécialement inquiète parce qu'à mon âge, personne n'était vraiment inquiet non plus. Et on m'annonce pour les résultats de la biopsie, on me demande de venir sur place 10 jours avant le rendez-vous que j'avais. Je me dis, c'est bizarre quand même. J'appelle ma mère parce qu'en plus, on était tous dans des périodes de déménagement. J'avais pas ma famille proche de moi, mais j'appelle ma mère. Je lui dis, est-ce que tu peux venir avec moi ? Donc, ma mère passe me récupérer. Et en plus, on allait sur Lyon. Donc, c'était à 2 heures de route de là où j'habitais actuellement parce qu'avec les déménagements, c'était un peu compliqué. On fait la route, on arrive sur place. Et là, quand je donne mon nom à l'accueil, la secrétaire me dit, j'appelle le médecin tout de suite. Déjà, je me suis dit, ça sent pas bon. Et là, la médecin me prend à part avec ma mère pour m'expliquer que j'ai des cellules cancéreuses. Et alors moi, elle me dit cellules cancéreuses. Dans ma tête, je me suis pas dit j'ai un cancer. Je me suis dit j'ai 3 cellules cancéreuses, c'est pas grave. Et j'ai pas percuté l'information tout de suite comme il faut. Donc là, j'étais avec ma mère et direction le médecin généraliste qui lui allait faire suite pour le parcours de soins. Donc, entre-temps, j'appelle mon copain de l'époque, je lui explique, mais pareil, j'étais pas du tout paniquée. On arrive chez le médecin et là, elle pose les mots cancer du sein. Donc, ça commence à faire tilt dans ma tête, un petit peu, mais doucement. Et là, elle prend les rendez-vous, du coup, à l'hôpital, notamment avec la chirurgienne qui est la première étape. Sauf qu'on était la semaine du 15 août, donc il n'y avait pas de... les médecins étaient pas mal en congé, c'était pas la période où il y avait le plus de monde, donc j'ai rendez-vous 1 semaine plus tard. Et alors là, se passe 1 semaine dans laquelle c'est un peu le flou. Donc en revenant, j'appelle ma famille pour les prévenir. Mon père était en déplacement à l'étranger à ce moment-là. Ils étaient en vacances avec mon petit frère. Donc gros décalage horaire, donc je lui envoie un message, je l'appelle. Mais moi je sais pas si j'étais dans le déni ou si j'ai pas percuté, mais j'ai pas percuté tout de suite. Comment, par exemple, quand tu l'as annoncé justement à ton père, comment il a réagi, Ouais, en fait, que ce soit ma mère ou mon père, du coup, principalement, ils m'ont demandé comment je me sentais, comment... Ouais. C'était plutôt ça, mais c'est vrai que l'annonce à mes proches est assez floue. Et après, le reste de la famille, j'ai laissé mes parents faire, en fait. J'ai annoncé à mon copain, à mes copines, et à mon père et à ma mère, et le reste de la famille, ceux qui l'ont fait. Et eux m'ont principalement demandé comment je me sentais, comment ça allait.
Mais moi, sur le coup, j'avais du mal avec l'information. Et ça a été dur pendant tout. En fait, c'est là où le moment où c'était dur, c'était pas le jour J, c'est toute la semaine avant la rencontre avec le chirurgien, parce que c'est là où j'ai le temps de réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qui va m'arriver. Qu'est-ce que tu t'imaginais, toi, quand tu t'es dit, ok, voilà, j'ai des cellules cancéreuses. Qu'est-ce que tu t'es imaginé Est-ce que tu avais une représentation du cancer de la personne cancéreuse? J'avais un peu une représentation du cancer, mais je pense que je suis pas. Enfin, je pense que je suis un peu partie dans le déni aussi, parce qu'à aucun moment je me suis dit il y a un risque pour ma vie. Enfin, je sais pas. Cette information, je l'ai coupée de mon cerveau. Je me suis dit il va y avoir des traitements et après je serai guérie. Mais le reste, ça m'est jamais passé par la tête. Par contre, effectivement, quand je me suis dit voilà, qu'est-ce que ça veut dire, j'ai imaginé chimio, j'ai imaginé double mastectomie, tous ces traitements qui sont lourds. C'est plutôt ça que j'avais en tête au moment où j'y réfléchissais sans avoir les informations. Ouais. Et après, donc, tu me dis, donc, tu as eu rendez-vous avec ton chirurgien et c'est là où tu as su exactement quel protocole de soins tu allais avoir? Alors, plus ou moins, en fait, du coup, j'ai eu rendez-vous avec le chirurgien. Donc, c'était une femme. Elle m'a dit que, vu mon âge, il y a quand même un gros risque que j'ai de la chimio. Donc là, c'était assez dur pour m'entendre parce que du coup, c'est ce qui me faisait le plus peur dans le parcours de soins. Mais elle me dit, on va quand même attendre l'opération et de faire une analyse sur la tumeur pour décider. Et donc, j'ai été opérée et après analyse sur la tumeur, c'est là où ils m'ont annoncé un parcours de soins sans chimio pour le coup. D'accord. Et quand justement tu dis on t'a annoncé la possibilité de faire la chimio, comment tu l'as ressenti émotionnellement parlant? Ah, c'est super dur. Je me suis mise à pleurer et à pleurer parce que je me suis dit, en fait, va falloir que je coupe toute ma vie et physiquement, ça va être très dur. Enfin, pour le coup, j'avais vraiment une image en me disant, c'est ça, c'est que ma vie va être en pause, je pense, et que physiquement, je savais que c'était dur à supporter. Donc, ouais, quand on m'a dit que potentiellement j'aurais de la chimio, là, ça avait été dur. Ouais. Et donc après, il y a eu donc l'anapathe. Et quand tu as reçu le résultat de l'anapathe et que tu as su que justement, donc tu n'aurais pas de chimio et donc pas un traitement dit classique, en fait, comment tu as réagi à cette annonce, en fait? Et là, c'est l'inverse, du coup, gros soulagement. Ouais. Je me suis dit, voilà, je vais pouvoir. Donc, j'étais à l'entrée de ma dernière année d'études. Je me suis dit, je vais pouvoir continuer mon année et penser à autre chose en parallèle des traitements. En fait, c'est ça qui était important pour moi, c'est de pas penser cancer, cancer, cancer toute la journée. Et du coup, voilà, je me suis dit, ça sera plus facile de poursuivre ma vie en parallèle, en fait. Et c'était du coup plutôt un soulagement, ouais, de pas avoir la chimio. Mmh. Et t'as eu quoi comme opération? Du coup, j'ai eu une tumorectomie avec les ganglions sentinelles, mais voilà, pas de mastectomie non plus. D'accord. Et après, t'as eu... Et après, les radiothérapies pendant 1 mois et demi, et maintenant l'hormonothérapie. D'accord. Et quand tu l'as annoncé à tes proches, justement, que tu allais avoir ce type de traitement, comment eux ont réagi? Est-ce que ils avaient eu aussi conscience que tu pouvais potentiellement avoir justement de la chimiothérapie? Et est-ce que pour eux, ça a pu être genre un soulagement? Comment toi, tu l'as vécu et comment eux l'ont vécu à travers tout ça? Moi, comme je disais, c'était un soulagement. Et ma famille, c'est vrai qu'en fait, on n'en a pas beaucoup discuté. Et là, j'en discutais justement avec mon père ce week-end, qui me disait que je pense qu'ils ont eu plus peur que moi. Parce que moi, comme je disais tout à l'heure, j'étais un peu dans le déni, je me rendais pas compte. Et je pense qu'ils ont eu plus peur que moi. Et donc, c'était soulagement aussi. Quand il n'y a pas eu de chimio, je pense, parce que pour le coup, ça voulait aussi dire que les facteurs étaient plutôt positifs, que le cancer n'était pas aussi agressif que ce qu'il aurait pu être. Je pense que c'est plus ça qui était rassurant plutôt que le fait que j'ai pas de chimio en soi, en fait. C'est l'information sur la tumeur qui était plutôt rassurante. D'accord. Tout à l'heure, on parlera plus amplement de justement ce qui s'est passé pendant les traitements. Et tu disais que tu avais eu aussi donc de la chirurgie, tout ça. Et que voilà, il y a forcément aussi des conséquences physiques qui en découlent. Il n'y a pas que la chimiothérapie dans les traitements, justement, et vous êtes là pour en témoigner. Et d'ailleurs, Solène, toi, justement, comment s'est passé l'annonce de ton diagnostic? Alors moi, en fait, comme Julie, j'avais senti une boule dans mon sein qui m'avait amenée à consulter mon médecin. C'est vrai qu'en allant voir mon médecin, je m'étais dit, il va se dire, elle est complètement hypochondriaque, celle-là, elle est beaucoup trop jeune pour avoir quoi que ce soit. Et au final, quand il a palpé, j'ai vu à sa tête qu'il s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose. Donc, il m'a prescrit une écho et puis
Donc ça s'est passé 1 mois plus tard, l'écho. J'ai dû attendre un petit peu. Le jour de l'écho, moi j'allais un petit peu la bouche en cœur en me disant rien de grave. De toute façon, je connaissais rien au cancer. Moi, j'y avais jamais été confrontée. De près ou de loin, je connaissais personne qui en avait eu. Donc tout était nouveau et je connaissais pas non plus les différents examens à faire pour diagnostiquer un cancer. Donc moi je suis arrivée pour l'écho et puis on me fait l'écho, on me dit on va faire une mammo et puis je me dis c'est bizarre, moi le médecin il m'a dit que j'étais trop jeune pour faire une mammo et que mes seins seraient trop denses. Donc j'y vais un peu naïvement en me disant ils savent mieux que moi ce qu'ils font donc je vais suivre. Après la mammo, elle me refait une écho. Donc je me dis ça fait beaucoup d'examens quand même. Et puis là, il me demande d'attendre. Donc l'attente a été très très longue. Je me disais mais qu'est-ce qui se passe? Et puis les secrétaires étaient vraiment très douces avec moi, très gentilles. Je me disais s'ils sont comme ça avec tout le monde, dis donc ils sont vraiment gentils dans cet hôpital quoi. Et puis donc là la médecin revient et puis elle me dit vous allez faire une biopsie. Moi je ne savais pas du tout ce que c'était une biopsie. Donc elle me dit vous prenez je vous ai pris rendez-vous, vous avez rendez-vous vendredi, on était le mercredi. Et puis, elle me dit, mais il faut que vous alliez à l'hôpital dès cet après-midi pour qu'on vous explique un peu le principe de la biopsie. Donc moi, je me dis, dis donc, ils font les choses bien ici. Ouais. Et puis, je m'inquiétais pas, en fait. Je me suis dit, c'est parce qu'ils ont rien vu à la mammo, ils font une biopsie, mais... Ils sont prévenants, quoi. C'est ça, exactement. Et puis, finalement... à la biopsie, donc pareil, elle était hyper gentille, très très douce, en train de me demander si j'avais bien dormi. Oui. Pourquoi j'aurais mal dormi? Enfin, vraiment, j'étais très naïve. Je découvrais tout, donc pas d'inquiétude de ma part. Et puis, donc, elle a insisté pour que je prenne rendez-vous chez mon médecin 10 jours plus tard pour avoir les résultats. Elle m'a bien dit, vous prenez rendez-vous dans 10 jours et il faut que vous preniez rendez-vous. Donc, oui, je vais prendre rendez-vous, ok. Donc, j'étais toujours pas inquiète. Et donc, 10 jours plus tard, elle m'a appelé le matin. Moi, j'avais rendez-vous l'après-midi avec mon médecin. Donc, elle m'a appelé, elle m'a dit, j'ai eu les résultats, il faut que vous vous fassiez opérer. Mais elle m'en a pas dit plus. Donc moi, il faut que je me fasse opérer. Je me suis dit, c'est un kyste, peut-être qu'il peut potentiellement un jour mal tourner, c'est pour ça que je me fais opérer, mais rien de plus. Et donc quand j'ai vu mon médecin l'après-midi, pareil, il employait que des termes que je ne connaissais pas, donc carcinome, hormonodépendant, et puis infiltrant, et puis enfin vraiment des termes que je ne connaissais pas, donc j'ai pas compris que c'était un cancer. Et il t'a pas dit à aucun moment le mot cancer? Il a jamais prononcé le mot cancer et j'ai compris que c'en était un au moment où je partais parce que j'avais déjà remis mon manteau et puis je lui dis du coup c'est quoi la suite, qu'est-ce qui va se passer? Et donc là il m'a dit opération, donc il m'avait pris les rendez-vous avec la chirurgienne et puis ensuite donc il m'a dit il y aura certainement de la radiothérapie. Ça, c'est pareil, c'est un mot que je ne connaissais pas, donc je me suis pas inquiétée. Il m'a dit il y aura de l'hormonothérapie, donc là, pareil, je me suis pas inquiétée puisque je connaissais pas ce mot. Ouais. Et il m'a dit il y aura peut-être de la chimiothérapie. Et là, quand il a dit chimiothérapie, mon cerveau a compris. Parce que chimiothérapie égale cancer, donc je me suis dit mais si potentiellement j'ai de la chimio, ça veut dire que j'ai un cancer en fait. Donc c'est comme ça que j'ai compris. Mais à aucun moment il m'a dit que c'était un cancer. Donc c'était un peu perturbant. Et puis finalement, 2 jours plus tard, j'ai vu mon gynéco où lui, il m'a dit j'étais même pas rentrée dans le bureau, qui m'a dit je vais pas passer par 4 chemins, c'est un cancer. Et là je me suis dit merci, enfin quelqu'un qui dit un mot que je comprends quoi. Parce que c'est vrai que j'étais un peu dans le flou, donc j'avais fait mes recherches par rapport à ce que le médecin m'avait dit 2 jours plus tôt, mais j'avais pas eu le mot de la part d'un médecin, et pour moi, tant que j'avais pas eu le mot de la part d'un médecin, ça pouvait encore être autre chose. Mais en fait, ce qui est dingue, c'est que tu as réalisé effectivement que tu avais un cancer. Déjà, tu l'as réalisé seule, et ça, c'est absolument pas normal. Mais tu l'as réalisé parce qu'on t'a dit le mot chimiothérapie. Donc en fait, tu avais une représentation du cancer forcément liée à la chimio. Comme si c'était... ça coulait de source, quoi, en fait. Oui, en fait, moi, je pensais que la chimiothérapie était le seul traitement possible pour le cancer. Donc, c'est vrai que si on me demande de représenter une personne qui a un cancer, pour moi, ça va être une personne qui n'a pas de cheveux, qui est très malade, qui est au fond de son lit. Enfin, pour moi, je me suis dit, je vais être au bout de ma vie pendant plusieurs mois.
Alors qu'en fait, j'ai appris par la suite qu'il y avait d'autres manières de traiter un cancer. Mais oui, pour moi, le cancer égale chimiothérapie et rien d'autre. Mais d'ailleurs, tu avais justement ces images-là, cette représentation-là, est-ce qu'elle a été induite par notamment les médias, des choses que tu as pu voir ou entendre? Comment tu avais ce mot en tête? Bah, oui, très certainement, parce que c'est vrai, quand on entend parler de stars ou même dans les films, les personnes qui ont des cancers, elles ont tout le temps pas de cheveux. Les personnes que j'ai pu connaître de loin qui avaient un cancer, c'est pareil, c'était des personnes qui étaient passées par la chimio. Donc, ouais, je pense que c'est pour ça que dans ma tête, le cancer, c'était la chimio. Et puis, en fait, ce qu'il y a aussi, c'est que j'étais tellement jeune pour moi que c'était pas possible d'avoir un cancer à mon âge. Donc, il y avait un peu le choc aussi de me dire, mais il y a un truc qui est pas normal, en fait. Ouais, parce que les campagnes souvent de dépistage et tout, ça s'adresse pas forcément à des jeunes femmes. Hein. Enfin, ça s'adresse même pas du tout aux jeunes femmes. Hein. C'est à partir de 50 ans. Complètement. D'ailleurs, j'ai eu une réaction complètement étrange où après l'annonce, je me suis assise dans ma voiture et j'ai explosé de rire, en fait, parce que ça me paraissait tellement absurde que mon cerveau n'arrivait pas à processer l'information. Et j'imagine que c'est comme ça que je réagis quand il y a un truc qui me choque. En fait, je trouvais ça tellement absurde et improbable que j'ai explosé de rire et je me suis dit, mais pourquoi je rigole? En fait, il y a rien de drôle. Et ouais, j'arrivais pas à réagir autrement qu'en rigolant. Bon. Au moins, ça fait travailler mes abdos. Et comment tu l'as annoncé à tes proches, en fait? Est-ce que tu avais aussi, toujours ce ton finalement léger ou là, t'avais... Ouais. Donc, je sais qu'en rentrant, donc à ce moment-là, en fait, j'étais chez mes parents puisque je venais de finir mes études. Ouais. Et je cherchais mon premier emploi. Donc, quand je suis rentrée du premier rendez-vous chez le médecin, où je venais de deviner que j'avais un cancer, donc je me revois encore mon père en train de faire la vaisselle dans la cuisine, ma mère, elle est prof, elle est en train de corriger ses copies, et je suis arrivée, je leur ai dit c'est un cancer. Et puis je rigolais encore, enfin vraiment, ils ont dû se dire mais pourquoi elle rigole? Elle va pas bien. Et après, c'est vrai que c'est un peu flou, je me souviens plus trop de leur réaction, et c'est eux qui l'ont annoncé à mes grands-parents, c'est pas moi qui l'ai annoncé. Et mes amis, je leur ai annoncé aussi, certains en visu, d'autres par message. Et leur réaction à chaque fois, c'était non, c'est pas possible, pas toi, t'es sportive, tu fumes pas. Oui, visiblement si. Donc j'ai un peu cassé tous les clichés avec mon cancer, mais. Et à quel moment t'as su ton parcours de soins? Quels allaient être tes traitements? C'était avant l'opération, après? D'ailleurs, ça a été très très long du coup l'attente, parce que les rendez-vous pour l'opération, ça a été très rapide. T'as eu quoi comme opération? J'ai eu une tumorectomie aussi. D'accord. Et du coup, donc j'ai eu l'opération, et puis ensuite il fallait attendre 3 semaines les résultats de la napate. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, au même moment, je passais des entretiens pour un boulot. Donc, pendant les entretiens, je leur avais dit, alors en fait, les gars, j'ai peut-être des soucis de santé. Là, on passe des entretiens, mais je sais même pas si je vais pouvoir travailler. Donc, c'était très stressant. Je me disais, mince, ma carrière, elle a même pas commencé, qu'elle est déjà à l'arrêt, quoi. Donc, j'ai eu de la chance d'avoir des personnes face à moi qui ont été très compréhensives. Donc, je leur ai dit, je saurai que dans 3 semaines si je peux travailler ou non. Et donc, ils m'ont dit, ok, on attend 3 semaines. Je me suis dit, waouh, il y a des gens sympas. Ouais, tout à l'heure, on parlera davantage des personnes, de l'entourage, des aidants, etc., effectivement, qui peuvent avoir un rôle vraiment crucial. Complètement. Ouais. Et du coup, donc j'ai su au bout de 3 semaines que les ganglions étaient sains, que les marges étaient saines, que mes tumeurs étaient suffisamment petites pour ne pas avoir de chimio, et que je passais normalement directement à la radiothérapie. L'analyse génétique, en fait, déterminait si je pourrais faire de la radiothérapie ou non. Parce que ce qu'il m'avait dit, c'est que si j'avais une mutation sur certains groupes de gènes, j'aurais pas pu avoir de radiothérapie parce que ça aurait pu me provoquer un nouveau cancer. D'accord. Donc là, il a fallu encore attendre les résultats de l'analyse génétique avant de pouvoir
éventuellement poursuivre avec la radiothérapie. Et en fait, ce qu'il m'avait dit, c'est que si j'avais pas de radiothérapie, j'aurais eu une mastectomie. Donc là encore, l'attente était très longue parce que pendant tout ce temps-là, tu te dis, tu sais pas en fait, tu sais pas si tu vas garder ta poitrine, tu sais pas la radiothérapie, je savais pas trop ce que c'était non plus. Donc en fait, c'est ce que j'ai vraiment trouvé de très difficile dans le cancer. L'attente à chaque fois entre avant d'avoir le résultat prochain et puis de savoir à quelle sauce on va être mangé finalement. Ouais, l'attente, c'est toujours interminable, quoi. C'est ça. Et puis moi, j'avais tendance toujours à me projeter, à me dire dans 2 ans, j'aurais fait à peu près ça, dans 10 ans, j'aurais fait ça. Et puis là, d'un seul coup, tout est remis en question et tu sais plus où tu vas et ça vient vraiment tout chambouler et d'un seul coup, t'arrives plus à te projeter, quoi. Alors moi, dans mon parcours, j'ai eu de la chimiothérapie et effectivement, c'est un traitement lourd. Donc je peux complètement comprendre votre soulagement quand vous avez su que vous en serez dispensé. Néanmoins, ne pas avoir de chimio, en fait, ça a quoi comme conséquence sur vos traitements, sur votre vie en général? Effectivement, le soulagement est de courte durée parce qu'en fait, il y a quand même toute une partie de traitement derrière qui ont un impact physique, émotionnel et aussi social parce que du coup, nos traitements ne vont pas se voir sur notre tête et il faut gérer ça au quotidien. Le regard des autres. Quid du regard des autres? Parce que dans votre cas, le cancer, il n'était pas stigmatisé par l'alopécie. Est-ce que vous avez senti qu'il y avait une différence, justement, du regard des gens face à la maladie? Est-ce que c'était pas affiché, clairement, sur votre visage, notamment au niveau capillaire? Donc ça fait penser au handicap invisible. Comment vous l'avez vécu, en fait? Je sais que moi, pendant la radiothérapie notamment, je voyais que les gens se demandaient un peu ce que je faisais là, parce que forcément, la radiothérapie, normalement, c'est en fin de parcours, donc c'est quand la chimiothérapie est terminée, donc qu'on a les cheveux soit qui sont tombés, soit qui sont très très courts. Donc c'est vrai que moi, je me pointais là avec mes cheveux très longs, j'essayais d'avoir le sourire parce que je me disais que de toute façon, c'est un moment désagréable, donc on va pas le rendre encore moins agréable en tirant la tronche. Donc c'est vrai que je voyais que les gens se demandaient un peu ce que je faisais là. La plupart du temps, je sentais qu'ils me prenaient pour une accompagnante et puis jusqu'au moment où on appelait mon nom et que je me levais et puis là, je voyais le regard des gens qui changeait en se disant « mais en fait non, c'est une patiente ». Et d'un seul coup, c'est rigolo parce que tu vois qu'il y a de la pitié qui apparaît sur leur visage alors qu'ils t'ignoraient 30 secondes plus tôt. C'est vrai. Et puis, du fait de mon âge aussi, on n'a pas l'habitude de voir des jeunes personnes qui sont aussi soignées d'un cancer. Donc, le tout cumulé, oui, c'est vrai que souvent, quand j'étais à l'hôpital, je sentais que les gens se demandaient un peu ce que je faisais là. Ouais, ça n'a pas tant été sur la partie hôpital ou avec les soignants, mais plus sur la partie à côté, au quotidien, puisque du coup, je continuais mes études en parallèle de la radiothérapie. Et je faisais des études dans lesquelles on avait beaucoup de TP avec des produits cancérigènes. Et donc, les autres peuvent les manipuler avec des gants, les équipements, etc. Et moi, les médecins m'avaient demandé de ne pas m'en approcher du tout, ce qui paraît logique. Et du coup, j'étais obligée de le formaliser à chaque fois. Et c'était souvent des profs différents au TP, etc., etc. Donc, j'étais obligée de le dire à chaque fois aux profs. Et forcément, les autres étudiants commencent à le comprendre aussi. Et c'est plus cette partie-là qui est un peu difficile parce que c'est pareil, du coup, je le disais pour expliquer pourquoi je pouvais pas faire le TP. Mais du coup, il y a le regard des gens en face qui savent pas trop quoi dire à ce moment-là, etc. Et c'est plus dans ces moments-là que j'ai ressenti la difficulté que ça se voit pas et que j'ai besoin de le réexpliquer à chaque fois. Ouais, moi, c'est vrai que du coup, il y avait le travail aussi où j'ai commencé un nouveau travail en même temps mon premier travail d'ailleurs, en même temps que je faisais la radiothérapie. Donc, le soir, je partais assez tôt parce que j'étais dépendante des horaires de l'hôpital. Et c'est vrai que j'ai eu des commentaires parfois où on me disait toi, tu viens à peine d'arriver dans l'entreprise, tu fais déjà tes horaires. Donc, une fois, 2 fois, 3 fois, au bout d'un moment, j'ai fini par dire à cette personne, oui, je vais à l'hôpital tous les soirs. Et en fait, j'ai trouvé ça dommage de devoir en arriver là parce que j'avais pas envie de... Enfin, je venais d'arriver dans l'entreprise, j'avais pas envie de dire à tout le monde, je suis malade et ça m'arrangeait d'une certaine façon que ça se voit pas forcément sur mon visage que j'étais malade.
Et c'est vrai que du coup, de me prendre ces commentaires en permanence, au bout d'un moment, j'avais envie de lui dire stop, quoi. Ouais, je comprends. Mais justement, en fait, ces personnes-là, en fait, elles sont pleines de préjugés, mais c'est pas forcément quelque chose de malveillant, en fait. C'est des personnes qui sont surtout, je pense, maladroites. Oui, puis ils savent pas, donc... Voilà, elles savent pas. Et c'est vrai que souvent, on a des échos comme quoi, voilà, si on voit pas les choses, bah, on peut pas se mettre à la place d'eux, en gros. Et on peut imaginer que... bah, justement, le cancer, c'est style un petit cancer, même si ce mot devrait même pas, voilà. Et on peut éventuellement minimiser bah, vos douleurs, vos ressentis. Et est-ce que ça peut, enfin, ça a été source de, bah, de souffrance, par exemple, pour vous, enfin, de pas vous sentir légitime alors que vous l'êtes pleinement? Moi, c'est pas tant avec l'entourage que je me suis pas sentie légitime, c'est plutôt au sein de la communauté des personnes qui ont eu un cancer. Ouais. Ah oui. Parce que j'ai l'impression que mon parcours a été entre guillemets trop facile et que j'ai pas le droit de me plaindre parce que j'ai pas eu de chimio. J'ai un peu j'ai même exactement la même sensation où je me dis j'ai pas le droit de me plaindre parce que j'ai évité le plus dur du parcours et je suis tellement chanceuse en fait que c'est ne pas respecter ce que la personne en face de moi a vécu. Mais ça, c'est toi qui te le dis. C'est pas bien des sûr. échos que tu as pu avoir. C'est pas pareil. Moi, c'est ce que je me dis à moi-même aussi. C'est pas les autres. Et pour en avoir déjà discuté avec d'autres personnes, ils m'ont dit, enfin, d'autres personnes qui ont eu un cancer, qui m'ont dit, mais Julie, nous, en 4 mois, c'était plié. Toi, t'as encore l'hormono pendant 5 ans. Alors, il y a des gens qui ont la chimio plus l'hormono. Je pense qu'on se l'impose à nous-mêmes, cette réflexion. Oui. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu disais, où tu disais qu'il n'y a pas de petit cancer. Je suis pas complètement d'accord dans le sens où, pour moi, mon cancer est petit comparé à celui de certaines personnes parce qu'il a été pris à temps et parce que j'ai pas eu les traitements qui, à mes yeux, en tout cas, sont très très durs. Alors, je dis pas que la radiothérapie et l'hormonothérapie c'est agréable et que c'est pas et que c'est facile, mais c'est vrai que pour moi, par rapport aux autres personnes qui ont eu un cancer, j'estime que je suis pas aussi légitime de me plaindre, tout simplement. Moi, ça me surprend en fait que vous ayez ce discours parce que, alors moi, je l'ai eu le package des traitements dits lourds, même si ayant eu un cancer du sein triple négatif, j'ai pas eu d'hormonaux après, mais malgré tout, enfin, alors ok, je pouvais aussi me dire, enfin, ne pas savoir, j'aurais pu vous confondre dans la masse, on va dire, et ne pas imaginer que vous ayez un cancer. Mais au-delà de ça, une fois que je le sais, ben, la compassion est la même, en fait. Et je trouve que vous êtes totalement légitime. Et enfin, limite, ça me choque, en fait, parce que, alors, je trouve ça montre aussi une force de caractère et voilà, vous avez beaucoup d'empathie aussi pour les autres, c'est certain. Mais je trouve que vous avez complètement le droit aussi d'être à l'écoute de ce que vous avez vécu, de votre parcours, vos émotions. J'imagine qu'il y a eu des moments durs quand même et que parfois, ben voilà, ça a dû être pénible. Et à ce moment-là, vous vous disiez que vous n'aviez pas le droit de vous plaindre, quoi, en gros. Alors, ça dépend. En fait, moi, auprès de ma famille ou de mon conjoint, il n'y avait pas de souci, je pouvais leur en parler librement. Mais c'est vrai que des fois, quand je regardais le parcours des autres, je me disais, mais t'as de la chance. Donc, en fait, c'est par moment et ça dépend de l'entourage. Et au quotidien, je veux dire, je me suis permise de parler avec mes proches, mon entourage. Il n'y a jamais eu de souci à ce niveau-là. Mais c'est vrai que en regardant plus large, en étant à l'hôpital, des fois, justement, dans la salle d'attente de la radiothérapie, on se dit, bah ouais, en fait, moi ça va, donc je peux rien dire. Ouais, et puis la notion de chance, elle est vraiment très présente en fait. Et même dans les moments difficiles, tu dis oui, mais j'ai de la chance quand même. J'ai énormément de chance dans mon malheur, donc ça aide aussi à s'accrocher. Et dans les moments difficiles, justement, tu te dis bon, il y a quand même du positif. Je disais tout le temps ça, j'ai de la chance dans mon malheur. Et à chaque fois que je disais aux gens que j'ai eu un cancer, je leur disais, mais vous inquiétez pas, j'ai pas eu de chimio, j'ai eu de la chance dans mon malheur, etc.
Ouais, c'est vrai que c'est une Donc, expression que j'ai c'est un beaucoup peu, ouais. utilisée aussi. Après, ça, je comprends parce que, alors pour le côté chance, même moi, enfin, je me dis aussi, j'ai de la chance d'être en rémission, j'ai de la chance d'être encore là. Mais voilà, pour tout ce qui concerne l'aspect émotionnel, même les douleurs, par exemple, je trouve que chaque personne devrait pas forcément comparer, même si c'est instinctif, parce que ça m'arrive aussi, mais je trouve que c'est pas quantifiable en fait. C'est difficilement comparable. Je sais pas, c'est Après, mon au-delà des ressenti. douleurs physiques, il y a en fait tout l'aspect émotionnel derrière. Et je pense qu'on en discutera après dans la partie après-cancer. Mais il y a tout cet aspect-là qui change pas, peu importe le type de Oui, cancer. bah, ça reste de toute façon. Il y a quand même une annonce qui est assez choquante. Il y a le mot cancer qu'on associe forcément à la mort. Donc ça reste dans tous les cas émotionnellement quelque chose de très violent. Mais tu vois, du coup, enfin, ça prouve bien le fond du problème avec ce problème de légitimité où bah, vous, ça vous choque que nous, on se sente aussi légitime de se plaindre. Bah ouais, mais c'est parce que enfin c'est déjà pour moi c'est humain de se plaindre de base. Hein. Mais c'est surtout que voilà là il y a le mot qui est là quoi. Il y a le mot cancer qui est là dans tous les cas de figure. Quelque part, enfin oui, il y a des traitements différents, mais il y a des traitements qui plus est, et il y a ce mot. La partie difficile du coup qu'on dit pas, c'est que effectivement, comme moi j'ai continué mes études, mais toi tu travaillais en parallèle des traitements. En plus, on a le côté forcément ça se voit pas, et j'ai pas forcément envie de le dire et que ça se sache parce que voilà. Mais du coup, on n'a pas non plus peut-être l'aide qu'on aurait si ça se voyait. Et il y a toute cette partie-là j'essaye de vivre comme s'il y avait rien en parallèle, comme tout le monde, comme les autres étudiants dans la classe. Alors qu'en fait, c'est pas le cas. En parallèle, le soir, faut aller à l'hôpital. C'est quand même super fatigant. J'ai un bras qui se lève plus comme il faut. En TP quand faut manipuler, mais que du coup ça tremble comme ça et j'ai pas forcément envie de le dire parce que voilà. Il y a toute cette partie-là qui est cachée, c'est qu'on suit nos traitements et du coup on n'a peut-être pas l'aide que les gens pourraient nous donner si ça se voyait. C'est vrai que puis c'est pareil, la radiothérapie, ça fatigue énormément. Tu peux pas t'en plaindre parce que personne n'est au courant et en tout cas dans le cadre du travail et du coup tu te dis mince. Enfin moi je me suis dit ça vu que j'arrivais dans l'entreprise, je me suis dit mais les gens ils vont se dire elle a pas d'énergie cette nana, d'où est-ce qu'elle sort alors que bah oui tous les soirs j'allais faire ma radiothérapie et que ça me mettait KO. Et puis pareil le fait de pas pouvoir porter de charges lourdes, enfin ça paraît bizarre quand tu te dis que je vais à la salle tous les jours, que je fais du sport, que je suis quand même très jeune. Donc, les gens comprennent pas que j'arrive pas à porter des trucs qui fassent plus de 3-4 kilos. Donc, bah oui, mais j'ai eu une opération, en fait. Donc, il y a des trucs comme ça où, effectivement, vu que ça se voit pas, les gens le devinent pas. C'est pareil, l'hormonothérapie, ça pèse quand même très lourd. Ça, c'est pareil, on peut pas non plus en parler à tout le monde parce que ceux qui sont pas au courant ne. Oui, puis c'est un médicament qu'on prend tous les jours pendant 5 ans, donc c'est pareil, il y a peut-être une petite tendance à dédramatiser de c'est bon, elle est en rémission, elle prend son hormono, mais tout va bien. Non, c'est hyper lourd au quotidien. Et c'est vrai que du coup, c'est pas forcément un truc sur lequel nous on appuie non plus peut-être et qu'on vit un peu avec nous-mêmes sans. Ouais, et puis je pense qu'en plus, les gens, je vais pas dire qu'ils oublient, mais Un peu quand même. Mais oui, en fait, je pense que l'hormonothérapie, pour moi, ça fait 2 ans que je la prends. Je pense que pour beaucoup de monde, maintenant, le cancer, il est complètement derrière moi, alors que, bah non, au quotidien, j'ai quand même tous les effets secondaires à supporter. Des effets secondaires, et tous les jours, tu prends une pilule qui te rappelle que t'as eu un cancer et que c'est toujours pas fini tant que t'as pas fini de prendre le traitement. Ouais, il y a ça aussi. Ouais. Donc là, maintenant, on est d'accord, vous êtes légitime, en fait. Sans pleurer. Et par rapport, tout à l'heure, tu parlais, Julie, des aidants, que voilà, t'arrivais justement à être sans filtre, en quelque sorte, avec certaines personnes. Pour vous, pour toi, le rôle des aidants, quelle place il avait dans ta vie, justement dans ta vie d'étudiante?
Pour moi, c'était extrêmement important. Je pense que c'est ce qui m'a permis de passer l'épreuve plus facilement. En fait, j'ai commencé mes études 3 jours après l'opération. Je déménageais dans une nouvelle ville, donc en plus, j'ai pas suivi la radiothérapie au même endroit où j'ai été opérée. Donc ma maman m'a accompagnée pour m'aider à déménager, puis elle est restée quelques semaines pour m'aider à faire les courses ou ce genre de choses au quotidien. En fait, pour m'accompagner et me rendre le quotidien plus léger, ce qui a été extrêmement bénéfique. Et en parallèle, j'avais mon copain à l'époque qui, pareil, donc on n'habitait pas ensemble, mais il venait régulièrement. Il me réconfortait, il m'expliquait que, de savoir que pour lui, sa vision, en fait, j'ai pas changé à ses yeux au cours de cette épreuve. Et ça, moi, ça m'a énormément aidé à accepter la maladie aussi, parce que mine de rien, le corps change aussi. Et voilà, d'avoir son soutien là-dessus, etc. Moi, c'est quelque chose qui m'a permis de traverser l'épreuve plus facilement. En fait, c'est d'avoir été accompagnée, vraiment bien accompagnée par mes proches, les plus proches, on va dire. Et puis de savoir qu'ils sont là, en fait, parce que moi, il y avait le Covid en plus au moment où j'ai eu mon cancer, donc toutes les histoires de confinement où on pouvait sortir mais pas trop. Enfin, c'était la période un peu complexe, donc mes amis pouvaient pas être présents physiquement, mais ils m'ont envoyé un colis avec plein de cadeaux dedans. Même des personnes dont j'étais pas spécialement proche qui m'ont envoyé des petites cartes. Enfin, juste de savoir en fait que ces personnes pensent à nous et qu'elles sont pas là physiquement, mais elles sont là avec nous quand même. Ça aide, mais ça donne une force en fait. C'est puissant, enfin vraiment. Ça ferait partie des conseils que vous pourriez donner, enfin justement aux personnes là qui souhaiteraient aider mais qui savent pas trop comment faire. Oui, c'est vrai qu'il y a juste des petites attentions, même des. Je sais que j'avais des amis avec qui j'avais un peu perdu contact, qui prenaient de mes nouvelles tous les jours. Et les jours où j'avais pas envie de répondre, ils insistaient pas et ils savaient qu'il y avait rien de personnel. Et c'est vrai que juste de savoir que ces personnes sont là si on en a besoin, ça aide beaucoup. Ouais. C'est ça, d'être présent tout en respectant le rythme. Et voilà, de pouvoir, par exemple, pareil, j'ai des amis qui m'ont fait la surprise de venir, ce genre d'attention qui montre que les gens sont là. C'est ça, ouais. Donc bon, maintenant on est d'accord pour dire que malgré tout, vous êtes légitime, d'accord. Vous avez eu un parcours de soins, des traitements quand même, et d'ailleurs vous êtes encore en traitement. Hein. Donc le mot cancer, lorsqu'il est posé, d'accord, dans tous les cas de figure, il fait que on est plus ou moins toutes et tous dans le même bateau. Et vous êtes resté d'ailleurs actif tout au long de vos traitements, mais malgré tout, vous avez quand même été confronté à l'après-cancer, parce qu'il y en a un, et quoi qu'il en soit, il est le même pour toutes les personnes confrontées à la maladie. Comment vous l'avez ressenti, les filles ? Est-ce que par la suite, il y a eu cette fameuse retombée, en fait ? Comment s'est manifesté l'après-cancer pour vous ? Il y a eu effectivement, en tout cas pour ma part, les premiers mois après la fin de la radiothérapie où j'ai eu un peu l'impression de me reprendre le choc de l'annonce en pleine figure, dans le sens où j'avais pas trop eu le temps d'y réfléchir jusqu'ici, parce que quand on t'annonce un cancer, t'enchaînes les rendez-vous, t'enchaînes les examens, t'enchaînes plein de choses, donc t'as pas le temps de te poser. Et pour moi, je sais que ça a été une phase un petit peu compliquée où il a fallu digérer en fait les mois qui venaient de se passer, sachant aussi qu'en fait je me suis jamais sentie non plus trop malade, donc c'était compliqué pour moi d'accepter d'avoir des traitements, de devoir prendre du tamoxifène tous les jours alors que je me sentais pas malade. Donc je me disais, je suis en train de m'imposer un truc avec des effets secondaires, alors que mon cerveau n'arrivait pas en fait à assimiler toute l'information. Donc aujourd'hui, ça va mieux, et le fait d'avoir parlé avec d'autres patientes, ça m'a énormément aidée. Mais c'est vrai que les premiers mois de l'après-cancer ont été un peu compliqués. Et puis, il y a toute cette peur de la récidive aussi qui est quand même très difficile à gérer. Je me suis vue déjà faire des crises de panique parce que j'avais cru sentir une boule dans mon sein alors qu'il n'y avait rien. Mais c'est vrai que du coup, aujourd'hui, je suis attentive au moindre petit ganglion un peu gonflé, le moindre petit truc dans mon sein. Tout de suite, je vais paniquer, et puis je vais palper, repalper au point où ma peau va être irritée parce que je vais frotter hyper fort tellement je cherche quelque chose. Donc, je suis tombée un peu dans l'extrême inverse en fait par rapport à avant.
Ouais, moi, ça va recouper ce que tu dis pour partir depuis le début. C'est pareil de pas m'être arrêtée. J'ai jamais fait de pause. J'ai jamais pris le temps d'y réfléchir. Sur le moment, c'est ce que j'avais besoin parce que je voulais pas ruminer toute la journée. Mais en s'arrêtant, tu te dis, voilà, quand les traitements sont finis, quand tu as le temps de te poser, tu dis, OK, je viens quand même de traverser toute cette épreuve. Qu'est-ce que ça veut dire où j'en suis dans ma vie? Qu'est-ce que ça veut dire pour le futur? Et c'est à ce moment-là où, moi, pareil, je me suis mise à réfléchir à énormément de choses et d'essayer d'intégrer l'information que j'avais eu un cancer quand même et que c'était pas un rhume. C'était grave. Enfin, voilà, j'ai percuté qu'après. Et comme toi, maintenant, dans l'après-cancer, ce qui fait peur, c'est de se dire, et si ça revient, quoi? Et qu'est-ce que je fais? Parce que si ça revient, ça voudra peut-être dire des traitements avec chimio, ça voudrait peut-être dire qu'on m'enlève mes seins. Et en fait, c'est pas, enfin, entre guillemets, c'est pas bon de partir là-dedans, mais je pense que c'est des réflexions qu'on a aussi toutes beaucoup parce que on sait que c'est un risque qui existe. C'est ça. Ah non, mais c'est complètement ça. Moi, je me retrouve complètement dans ce que vous dites aussi, parce que la peur de la récidive, elle est commune à toutes les personnes, je pense, qui ont été confrontées à la maladie. Dans l'après-cancer, en fait, on est un peu lâché. C'est ça, vraiment. Et là, on se dit, OK, et après, c'est vraiment ça. C'est et après. Et puis on passe d'un rythme où on va à l'hôpital toutes les semaines, tous les jours, où on a l'impression de passer notre vie à l'hôpital, et puis d'un seul coup, on te dit bon bah on vous revoit dans 6 mois. Et moi je me suis dit mais il peut se passer beaucoup trop de choses en 6 mois, donc au début, on a vraiment l'impression d'être lâché, et puis débrouillez-vous madame, quoi. Ouais, c'est ça. C'est qu'on perd on perd la partie accompagnement des soignants, quoi. Et puis même pour l'entourage, en fait, parce qu'ils se disent c'est bon, elle en est sortie, c'est terminé. Alors qu'en fait, non, puisqu'il reste le tamoxifène, il reste tout ce choc à gérer, il reste. Je trouve que ça touche aussi à la personnalité, parce que forcément, moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai énormément de mal à me projeter, alors qu'avant, je savais dans les grandes lignes ce que je voulais faire. Donc, tu dis la personnalité aussi, mais moi, pendant un temps, j'ai eu du mal à me définir sans le cancer. C'est que j'avais l'impression que quand je me faisais des nouveaux amis ou quoi, s'ils savaient pas que j'avais un cancer, ils savaient pas qui j'étais. C'est super bizarre, mais pendant un temps, ça a été compliqué. Je pense l'année qui a suivi toute cette partie-là. Et après, il y a la difficulté de se projeter, effectivement. À un moment donné, avec du coup mon conjoint, on se projetait de partir à l'étranger, et je me disais mais en fait comment je fais si je dois suivre le tamoxifène, et comment je fais si je récidive, les suivis à l'étranger médicaux c'est pas les mêmes. Et effectivement, est-ce que je peux acheter une maison ou pas, parce qu'en fait non, il faut attendre le droit à l'oubli, toutes ces parties là de projection qui sont et puis même truc tout bête, mais on me dit tiens, est-ce que tu veux prendre des billets pour tel festival dans 6 mois? Je me dis non, parce que ça se trouve dans 6 mois il me sera arrivé un truc, et puis je serai pas en état d'aller au festival. Donc je suis vraiment au jour le jour aujourd'hui, et pour des choses très simples finalement, où j'arrive même plus à me projeter. dans tout ton quotidien. En fait, les problématiques qu'on a, peu importe le type de cancer, j'ai envie de dire, dans l'après, elles sont similaires. C'est effectivement, on est partagé entre l'envie de vivre à fond le présent, et en même temps cet avenir qui reste toujours plus ou moins incertain, auquel on s'accroche énormément. Mais voilà, se projeter, c'est compliqué, quoi. Complètement. Où est-ce que tu seras, genre dans 5, 10 ans ou quoi? Et justement, tu parlais effectivement aussi de l'emprunt. C'est compliqué, tu peux plus comme avant. Et si à l'hôpital, et si ceci, et si cela, c'est de l'épée de Damoclès au-dessus de la tête qui est là, et t'espères qu'elle partira, mais est-ce qu'elle partira? On sait pas, en fait. Et vous avez eu le sentiment aussi d'avoir des troubles cognitifs, parce qu'on parle beaucoup du chimiofrog, en fait, à la suite de tous ces traitements, et des produits toxiques qu'on peut ingérer. Et en fait, c'est de la perte de mémoire, notamment à court terme, des oublis de mots, des choses comme ça. Est-ce que vous avez eu des troubles cognitifs allant dans ce sens, en dépit du fait que vous n'ayez pas eu de chimiothérapie? Et oui, moi j'en ai eu, et je saurais pas dire exactement quand ça a commencé. Je pense que c'est lié au tamoxifène, bien qu'on n'ait pas de preuves là-dessus, mais j'ai l'impression de ne pas réfléchir aussi clairement qu'avant, et pareil, j'ai des mots qui sautent assez régulièrement.
Ouais, moi, je dirais que c'est la mémoire à très court terme aussi, où je commence à faire quelque chose et je me dis pourquoi je faisais ça, ou des choses vraiment toutes simples. On va me parler d'un truc et 3 minutes après, j'ai complètement oublié alors que j'étais attentive au moment où on m'en a parlé. Et ça, c'est des comportements que je n'avais pas avant le cancer. Mais vous avez rencontré d'autres personnes ayant eu le même type de parcours. Vous avez, je sais pas, par la suite été dans des assos ou quoi. Vous avez pu échanger avec des femmes touchées aussi par un cancer. Moi, j'ai rencontré des jeunes qui ont eu d'autres types de cancers, pas des cancers du sein. C'est que au travers d'une association qui s'appelle le Rebond, en fait, ils organisent pour les jeunes de moins de 30 ans qui ont eu des cancers, des ateliers pour l'après-cancer, justement. Et j'ai fait ça il y a 1 an et demi, donc ça faisait déjà quasiment 2 ans et demi, 3 ans que j'étais en rémission. Et à ce moment-là, du coup, j'ai rencontré d'autres jeunes avec qui ont eu toute une diversité de cancers. Et c'est à ce moment-là où j'avais du mal à me sentir légitime aussi. Et au cours de discussions, ils m'ont dit la même chose que toi. Hein. Il y a aucune raison de penser ça. Et voire même, ils me disaient voilà, l'hormonothérapie, moi, j'aimerais pas la vivre parce que c'est dur sur 5 ans, quoi. Donc, en fait, j'ai pas mal rencontré de gens avec des parcours très, très différents. Et c'était quand même très, très intéressant. Et c'est vrai que ça a aidé pour la suite aussi. Mais c'est vrai que du coup, pour le coup, c'est assez rigolo parce que cette question de la légitimité, c'est nous-mêmes qui nous disons qu'on n'est pas légitime, mais dès qu'on parle avec des personnes qui ont eu le package complet, on se rend compte que ces personnes-là nous disent mais tu te le mets toi-même ton frein, en fait. D'où ça vient, je sais pas. C'est parce que probablement le cliché sur cancer Certainement. Ouais. Encore, on en revient au point de départ. Les clichés. Moi, du coup, avec Jeune et Rose, effectivement, j'ai rencontré pas mal de filles qui soient passées par des parcours similaires aux miens ou qui soient passées par de la chimio. Donc, effectivement, c'est intéressant d'avoir des points de vue qui soient complètement différents. Et même pour des personnes qui ont eu des parcours similaires aux miens sans chimio, je me rends compte qu'on l'a pas vécu de la même façon du tout non plus. Je pense à une, par exemple, qui, elle, pour le coup, s'est mise en arrêt parce que les effets secondaires du tamoxifène étaient trop forts et trop de douleur pour qu'elle puisse poursuivre sa vie au quotidien normalement. Donc, ça montre bien qu'en fait, chimio ou pas, il y a quand même des conséquences qui sont très lourdes sur le quotidien et puis qui sont pas faciles à vivre pour chacune. Ah, c'est sûr. Toi, Solène, au départ, t'as été vers des associations ? Pas pendant le parcours de soins, pas pendant le gros des traitements, en fait. Toujours ce fameux problème de légitimité où j'avais l'impression de... Je sais pas si c'est une question de besoin, mais j'avais l'impression que si je participais à des activités, par exemple, organisées par des assos, je prenais la place de femmes qui peut-être en avaient plus besoin que moi. Donc c'est pour ça que j'ai rejoint, par exemple, Jeune et Rose après... quand j'étais dans cet après-cancer. Je pense que le côté aussi, le fait d'être une ambassadrice, où c'était moi qui organisais les rencontres étonnantes, me donnait la légitimité que je n'avais pas. Parce que c'est vrai que quand t'as des personnes qui racontent leurs problématiques liées à la chimio, toi, tu peux rien apporter à la conversation, tu peux pas leur donner de conseils parce que t'es pas passé par là. Mais par contre, quand t'es avec des personnes qui sont en rémission, tu te rends compte que oui, t'as les mêmes problématiques. L'après-cancer est effectivement le même pour tout le monde, chimio ou pas. Donc ça fait du bien aussi de pouvoir discuter avec des personnes qui sont dans ces situations et de se rendre compte qu'on n'est pas seul. Et aussi, j'étais en train de me faire la réflexion que finalement, nous, dans l'après, les femmes ayant eu de l'alopécie, finalement, nous, nos cheveux, ils repoussent. Donc, on se retrouve aussi les unes et les autres dans ce même cas de figure au niveau du handicap invisible, finalement. Parce que, par exemple, quand je vais à l'institut où je suis suivie, quand je vois une femme, par exemple, avec des cheveux longs, enfin, ou du moins des cheveux, en tout cas, je me dis, elle est en début de parcours. Alors qu'en fait, pas forcément. Finalement, ouais. On n'en sait rien. De toute façon, je pense qu'on a toutes, qu'on le veuille ou non, certains préjugés
et des a priori en fait sur le cancer. Et finalement, vu qu'il y a autant de cancers qu'il y a de patientes, c'est compliqué aussi de faire des cas généraux, et pourtant c'est ce qu'on a tendance à faire, mais je pense qu'on le fait toutes naturellement, qu'on le veuille ou non. Alors qu'on a toutes des parcours de soins différents, et avec même des mêmes parcours de soins, des réponses différentes au traitement, donc impossible de savoir ce que les autres traversent en fait. C'est ça, oui, parce que même pour un même traitement, finalement, personne ne va réagir de la même façon. Donc, Est-ce que vous pensez qu'à la suite de tout ce que vous avez vécu, là, de tout ce que vous avez traversé, vous avez une nouvelle image de vous-même, une estime renforcée ou davantage de bienveillance envers votre corps? Ou ça n'a rien changé du tout? Je sais pas si c'est de l'estime renforcée, mais je me dis déjà, j'ai réussi à trouver un boulot en étant en plein parcours de cancer. Donc, en termes de confiance en soi, d'un point de vue pro, ça booste énormément. Et puis, je me dis, j'ai pu traverser des épreuves comme ça, donc je suis capable j'ai une force mentale finalement qui est quand même assez importante. Après, c'est vrai que par contre, j'ai un rapport un peu particulier envers mon corps où je fais énormément de sport parce que j'ai besoin de contrôler et de faire en sorte de rester en bonne santé comme je peux. Et pour moi, ça passe par le sport, mais c'est pas forcément un rapport très sain que j'ai envers mon corps, où je pense qu'inconsciemment, en fait, je lui en veux un peu. Après, travailler là-dessus, je ne sais pas comment faire, mais déjà, j'en ai conscience. Déjà, c'est bien d'avoir identifié la chose. Et après, je sais pas, mais dans l'après, justement, il y a beaucoup de personnes qui recommandent un suivi psychologique. C'est vrai que je n'en ai pas, mais... J'avais commencé dans les mois qu'on suivit juste après, et pour toute cette partie dont on discutait tout à l'heure, de se projeter, de qui je suis... en dehors du cancer, et ça passe par la personnalité et peut-être un peu physiquement aussi. Et c'est vrai que moi, physiquement, j'ai pas trop réfléchi. En fait, j'ai un peu laissé ça de côté. Pendant longtemps, j'ai focalisé sur mes seins font plus la même taille. Il faudrait que je fasse une reconstruction, je sais pas comment, prothèse, pas prothèse, j'en sais rien et tout. Et puis au bout d'un moment, j'ai fini par lâcher. Puis aussi, avec le temps, le sport et tout, ça s'est un peu rééquilibré, etc. Mais pendant longtemps, j'étais focalisée là-dessus, comme si ça allait résoudre tous les soucis de ce que mon corps avait traversé, de retourner à l'état initial, entre guillemets. Mais l'état initial, il n'existe plus parce que le corps a changé de bien des façons entre-temps. Donc je pense qu'aujourd'hui, je commence à l'accepter. Mais après, tu vois, moi, ça fait déjà 4 ans, donc il y a quelques années en plus aussi. Et ouais, voilà. Moi, je pense que, enfin voilà, tu dis que toi, Solène, tu dis que tu as développé, tu as le sentiment, en tout cas, d'avoir une force mentale. Enfin, tu en as conscience, tu vois, finalement aussi. Et c'est tout à ton honneur. Mais je pense que ça va de même pour toi. C'est pareil, c'est que effectivement, des fois, je me dis, ok, j'ai vécu tout ça, c'est que c'est quand même, je suis capable d'encaisser un certain nombre de choses dans la vie et que je peux me relever de différentes épreuves. Donc, je suis pas faite en carton, quoi. Je me dis, si j'ai pu traverser ça, c'est que je peux traverser d'autres choses. Par contre, je sais aussi mettre mes limites plus facilement qu'avant. Si je sens qu'émotionnellement ça va pas, que j'ai besoin de m'arrêter, que j'ai besoin d'annuler un week-end, que voilà, je vais le faire plus facilement qu'avant. Je vais dire non plus facilement qu'avant aussi. Il y a un peu les deux côtés quand même. Ouais, moi je pense que je me pose moins de questions aussi, ou si un truc me fait rêver, je vais pas me mettre 36 barrières et je vais foncer et je vais y aller, quoi. Je pense que j'ose plus que ce que j'osais avant. Je pense que j'ai perdu un peu de timidité dans l'histoire aussi. Je filtre encore moins qu'avant. Au final, le regard des autres, qui plus est, je pense que on en souffre plus ou moins à un moment donné, ou du moins on en pâtit. Parce que même si vous, c'était peut-être l'absence, quelque part, du regard, parce que justement, vu qu'il s'agissait d'un handicap invisible, mais finalement, après, ça nous fait aussi nous construire une force intérieure. Et après, on s'en fout, en fait, du regard des gens. Et puis, on apprend à vivre pour soi, à se faire passer en priorité. Et effectivement, moi, je me reconnais aussi quand tu dis que t'es beaucoup moins timide. Moi, je le suis toujours. Mais
je le déclic beaucoup plus facilement en fait. Ça va mieux bien vite. Et puis, je pense qu'après aussi, ça nous fait vachement relativiser et travailler aussi inconsciemment sur soi-même. Ouais. Et oui, effectivement, là, on peut le dire qu'on a de la chance d'être là à l'heure actuelle, qu'on a de la chance de pouvoir échanger ensemble. Et malgré tout, même si le futur, il est toujours parfois un peu flou, on peut quand même se dessiner un avenir et se projeter doucement, mais sûrement. Complètement. C'est prendre le temps d'arriver à se projeter, mais ça vient avec le temps. Un jour après l'autre, et puis progressivement, on arrive à planifier des vacances dans 3 mois et on se dit waouh, c'est un truc que j'aurais pas été capable de faire ne serait-ce qu'il y a 6 mois. Donc c'est des petits steps comme ça qui font voir qu'on avance et qui font plaisir aussi. Et je suis d'accord avec toi. Merci beaucoup Julie et Solène pour votre partage d'expérience. Il est important de déstigmatiser l'image du cancer. On ne peut pas quantifier le ressenti d'une personne touchée par la maladie, et ce, quel que soit son parcours de soins, puisque chaque émotion est légitime. Donc, soyons à l'écoute, faisons preuve de bienveillance et rappelons également l'importance du dépistage et de l'autopalpation. Pour un certain type de tumeur du sein, si le cancer est diagnostiqué suffisamment tôt, à un stade précoce, cela permet parfois de ne pas avoir recours aux traitements lourds, tels que la chimiothérapie. Alors, on n'hésite pas à s'observer et à se tâter, et si on a le moindre doute, on file consulter un professionnel de santé. Merci à vous toutes et tous pour votre écoute et votre soutien. On espère que notre podcast vous fait du bien, qu'il vous apporte un peu de réconfort et de réponses à vos questions. Et tiens d'ailleurs, vous pouvez nous en dire plus sur nos réseaux sociaux, à Jeune et Rose. On a hâte de vous lire. On va vraiment revenir très très vite avec une nouvelle thématique. Restez connectés et prenez bien soin de vous. À bientôt.